Soudain, je n'eus plus peur. Je m'élançai sur lui et je le saisis, comme on saisit un voleur, comme on saisit une femme qui fuit. Mais il allait d'une course irrésistible, et malgré mes efforts, et malgré ma colère, je ne pus même ralentir sa marche. Comme je résistais en désespéré à cette force épouvantable, je m'abattis par terre en luttant contre lui. Alors il me roula, me traîna sur le sable, et déjà les meubles qui le suivaient commençaient à marcher sur moi, piétinant mes jambes et les meurtrissant. Puis, quand je l'eus lâché, les autres passèrent sur mon corps, ainsi qu'une charge de cavalerie sur un soldat démonté. Fou d'épouvante enfin, je pus me traîner hors de la grande allée et me cacher de nouveau dans les arbres pour regarder disparaître les plus infimes objets, les plus petits, les plus modestes, les plus ignorés de moi, qui m'avaient appartenu. Puis j'entendis au loin, dans mon logis sonore à présent, comme les maisons vides, un formidable bruit de portes refermées. Elles craquèrent du haut en bas de la demeure, jusqu'à ce que celle du vestibule que j'avais ouverte moi-même, insensée pour ce départ, se fût close, enfin la dernière. Je m'enfuis ainsi, courant vers la ville, et je ne repris mon sang-froid que dans les rues, en rencontrant des gens attardés. J'allais sonner à la porte d'un hôtel où j'étais connu. J'avais battu avec mes mains mes vêtements pour en détacher la poussière, et je racontais que j'avais perdu mon trousseau de clés, qui contenait aussi celle du potager où couchaient mes domestiques, en une maison isolée derrière le mur de clôture qui préservait mes fruits et mes légumes de la visite des maraudeurs. Je m'enfonçai jusqu'aux yeux dans le lit qu'on me donna, mais je ne pus dormir, et j'attendis le jour en écoutant bondir mon cœur. J'avais ordonné qu'on prévînt mes gens dès l'aurore, et mon valet de chambre heurta ma porte à 7 heures du matin. Son visage semblait bouleversé. « Il est arrivé cette nuit un grand malheur, monsieur, dit-il. Quoi donc ? On a volé tout le mobilier de monsieur, tout, jusqu'au petit objet. » Cette nouvelle me fit plaisir. Pourquoi ? Qui sait ? J'étais fort maître de moi, sûr de dissimuler, de ne rien dire à personne de ce que j'avais vu, de le cacher, de l'enterrer dans ma conscience comme un effroyable secret. Je répondis. Alors, ce sont les mêmes personnes qui m'ont volé mes clés. Il faut prévenir tout de suite la police. Je me lève et je vous y rejoindrai dans quelques instants. L'enquête dura 5 mois. On ne découvrit rien. On ne trouva ni le plus petit de mes bibelots, ni la plus légère trace des voleurs. Parbleu, si j'avais dit ce que je savais, si je l'avais dit, on m'aurait enfermé, moi, pas les voleurs, mais l'homme qui avait pu voir une pareille chose. Oh, je sus me taire, mais je ne demeurai pas à ma maison. C'était bien inutile, cela aurait recommencé toujours. Je n'y voulais plus rentrer, je n'y rentrerai pas. Je ne la revis point. Je vins à Paris, à l'hôtel, où je consultai des médecins sur mon état nerveux qui m'inquiétait beaucoup depuis cette nuit déplorable. Ils m'engagèrent à voyager. Je suivis leurs conseils. Je commençai par une excursion en Italie. Le soleil me fit du bien. Pendant 6 mois, j'errai de Gênes à Venise, de Venise à Florence, de Florence à Rome, de Rome à Naples. Puis je parcourus la Sicile, terre admirable par sa nature et ses monuments, relique laissée par les Grecs et les Normands. Je passai en Afrique, je traversai pacifiquement ce grand désert jaune et calme où errent les chameaux, les gazelles et les arabes vagabonds, où dans l'air léger et transparent ne flotte aucune hantise, pas plus
plus la nuit que le jour. Je rentrai en France par Marseille, et malgré la gaieté provençale, la lumière diminuée du ciel m'attrista. Je ressentis en revanche sur le continent l'étrange impression d'un malade qui se croit guéri et qu'une douleur sourde prévient que le foyer du mal n'est pas éteint. Puis je revins à Paris. Au bout d'un mois, je m'y ennuyais. C'était à l'automne et je voulus faire, avant l'hiver, une excursion à travers la Normandie que je ne connaissais pas. Je commençai par Rouen, bien entendu, et pendant 8 jours, j'irai distrait, ravi, enthousiasmé dans cette ville du Moyen-Âge, dans ce surprenant musée d'extraordinaires monuments gothiques. Or, un soir, vers 4 heures, comme je m'engageais dans une rue invraisemblable où coule une rivière noire comme de l'encre nommée Eau de Robec, mon attention, toute fixée sur la physionomie bizarre et antique des maisons, fut détournée tout à coup par la vue d'une série de brocanteurs qui se suivaient de porte en porte. Ah, ils avaient bien choisi leur endroit, ces sordides trafiquants de vieilleries, dans cette fantastique ruelle, au-dessus de ce cours d'eau sinistre, sous ces doigts pointus de tuiles et d'ardoises où grinçaient encore les girouettes du passé. Au fond des noirs magasins, on voyait s'entasser les bahuts sculptés, les faïences de Rouen, de Nevers, de Moustier, des statues peintes, d'autres en chêne, des Christ, des Vierges, des saints, des ornements d'église, des chasubles, des chapes, même des vases sacrés et un vieux tabernacle en bois doré d'un dieu avait déménagé. Oh, les singulières cavernes de ces hautes maisons, en ces grandes maisons, pleines des caves aux greniers, d'objets de toute nature dont l'existence semblait finie, qui survivaient à leurs naturels possesseurs, à leur siècle, à leur temps, à leur mode, pour être achetés comme curiosité par les nouvelles générations. Ma tendresse pour les bibelots se réveillait dans cette cité d'antiquaires. J'allais de boutique en boutique, traversant en 2 enjambées les ponts de 4 planches pourries jetées sur le courant nauséabond de l'eau de Robec. Miséricorde, quelle secousse! Une de mes plus belles armoires m'apparut au bord d'une voûte encombrée d'objets et qui semblait l'entrée des catacombes d'un cimetière de meubles anciens. Je m'approchai, tremblant de tous mes membres, tremblant tellement que je n'osais pas la toucher. J'avançai, la main, j'hésitais. C'était bien elle, pourtant, une armoire Louis XIII unique, reconnaissable par quiconque avait pu la voir une seule fois. Jetant soudain les yeux un peu plus loin, vers les profondeurs plus sombres de cette galerie, j'aperçus 3 de mes fauteuils couverts de tapisseries au petit pont. Puis, plus loin encore, mes 2 tables Henri II, si rares qu'on venait les voir de Paris. Songez à l'état de mon âme. Et j'avançais, perclus, agonisant d'émotion. Mais j'avançais, car je suis brave. J'avançais comme un chevalier des époques ténébreuses, pénétré en un séjour de sortilège. Je retrouvais, de pas en pas, tout ce qui m'avait appartenu, mes lustres, mes livres, mes tableaux, mes étoffes, mes armes, tout, sauf le bureau plein de mes lettres et que je n'aperçus point. J'allais, descendant à des galeries obscures pour remonter ensuite aux étages supérieurs. J'étais seule. J'appelais, on ne répondait point. J'étais seule. Il n'y avait personne. En cette maison vaste et tortueuse, comme un labyrinthe. La nuit vint, et je dus m'asseoir, dans les ténèbres, sur une de mes chaises, car je ne voulais point m'en aller.
je criai. Oh là, oh là, quelqu'un? J'étais là, certes, depuis plus d'1 heure, quand j'entendis des pas légers, lents, je ne sais où. Je faillis me sauver, mais me raidissant, j'appelai de nouveau, et j'aperçus une lueur dans la chambre voisine. Qui est